Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Il n'y a pas longtemps, une de mes filles m'a dit en fait, quand on ne te reconnaît pas, ça t'énerve. Et pas du tout. Et en fait, je me suis aperçue que oui, en fait, elle avait raison. En fait, j'ai une espèce d'émotion qui arrivait comme ça et que c'est vrai, j'étais pas contente. Ça veut dire quoi quand on ne te reconnaît pas? J'arrive, je sais pas, dans la réception d'un hôtel, je sais pas, pour prendre ma chambre en tournée, que c'est quoi votre nom? Et je suis Anne. Non, mais c'est débile, mais. Voilà, c'est elle qui me l'a fait remarquer. Donc je trouve que des fois, les enfants, ils ont plus ils nous voient, on voit des choses qu'on ne voit pas ou qu'on n'a pas envie de voir. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Stories, je suis ravie d'accueillir sur mon fauteuil, une femme qui fait rire la France depuis de très belles années. Anne Romanoff est une femme qui observe le monde, qui dissèque les humains, les hommes, surtout les traits, les caractères de société et surtout, elle éveille les consciences. Bonjour Anne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui. Merci d'avoir apporté ces fameux gants de boxe que l'on retrouve. Tu es à l'affiche de l'expérience de la vie. Tu tournes déjà depuis à peu près plus d'1 an. 2 ans. 2 ans. Raconte-nous pourquoi tu as décidé, tu fais de la boxe toi-même, tu l'as dit. Pourquoi, voilà, justement, l'expérience de la vie te mettre en scène avec des gants de boxe? Parce qu'on voulait une touche de rouge dans le spectacle, enfin sur l'affiche, je veux dire, parce qu'à ce moment-là, je m'étais remise en noir et blanc. Et je fais de la boxe dans la vie, donc ça paraissait pertinent. Et après, on avait beaucoup d'idées avec le metteur en scène de faire un sketch où j'arrivais en boxant. Et en fait, on a tout enlevé parce que ça faisait pas du tout rire. Tu commences avec, en Oui, plus. mais 3 secondes. Je les garde 1 minute. Mais on avait des idées sur faire tout un sketch métaphorique, sur prendre des coups, recevoir des coups, esquiver les coups. Et en fait, ça faisait pas du tout rire parce que justement, la boxe, c'est un côté trop agressif, quoi. Et qu'est-ce que t'aimes, toi, dans la boxe, l'énergie que ça te procure? Ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai un coach et c'est moi qui lui tape dessus. Il a un gros gant. Et donc, en fait, il voit vraiment les semaines où il y a des gens qui m'ont énervé parce que du coup, je vais... Et les semaines où personne m'a énervé, où je tape très mollement. Et après, il me fait faire aussi des kicks avec les jambes. Et du coup, ça m'a musclé les fesses. T'aimes bien faire du sport, ouais? Non, j'aime pas du tout faire du sport, mais avec lui, ça va. Non, j'ai toujours tendance à... Non, je suis pas sportive du tout. Mais ça me fait... Je trouve que ça me fait vraiment du bien, la boxe. Et justement, je trouve qu'en tout cas pour... Parce que dans la vie, on a vraiment du mal à... C'est compliqué, quand on sent de l'agressivité, c'est compliqué de l'exprimer, parce que les gens, ils aiment pas qu'on soit agressif. On peut hurler. Et donc, le fait de cogner sur comme ça, ça défoule et ça permet de vider l'agressivité sans faire de la peine à quelqu'un. Ça t'a fait du bien, ça te permet de justement, toi, peut-être de te rééquilibrer parfois, du coup. Rééquilibrer, il y aurait du travail, mais en tout cas, ça permet d'expulser de la colère, la boxe, je trouve. Bonjour à tous, je suis Aaron Vial, je suis médium et je suis ravi de vous annoncer que je pars en tournée avec ABC Talk à partir du 23 avril 2026. Cette tournée s'appellera Révélation et lors de ces soirées, je vous transmettrai des messages de vos proches passés dans l'au-delà. Vous pourrez me poser vos questions et nouer un contact unique avec ceux que vous avez aimés. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, de vous transmettre de beaux messages d'en haut. Je vais venir à votre rencontre, les amis, dans plusieurs villes. Alors, n'hésitez pas, réservez vos places sur le site abctalk.fr, rubrique événements. À très vite. Alors justement, tu commences ton spectacle avec, et puis après, donc déjà, je tiens à te dire que ta plume est extraordinaire. C'est très, très beau. Je vous recommande d'aller voir Anne, d'ailleurs, à Paris au mois de décembre, à Paris au mois de janvier, même au Québec au mois de juin 2026, c'est bien ça? Tu continues ta tournée? Continue à tourner pour l'instant, jusqu'en juin 2026, ouais. Alors justement, dans ton spectacle, tu parles notamment
Moi, j'adore. Dans mon sketch préféré, c'est quand tu parles du wokisme, et notamment quand tu parles de Jean-Claude, de sa femme qui parle, Jean-Claude qui est boucher. Tu peux un peu comment t'es arrivé justement cette idée de sketch où tu dénonces justement? Bah alors en fait, c'est un personnage que je fais depuis un petit... J'aime pas trop me voir en vérité, mais bon. Je vois tellement que les défauts, que j'ai un double menton, que je suis grosse, que je suis mal coiffée. Non, mais bon, voilà. Voilà, merci, je préfère l'affiche. J'ai vraiment du mal à me voir, vraiment. Parce qu'en plus, quand je suis sur scène, je suis abandonnée. Je me demande pas de quoi j'ai l'air, donc c'est compliqué de voir. Enfin, bref. Et le sketch de la bouchère, c'est un personnage que je fais depuis assez longtemps. C'est une femme populaire qui a été inspirée par une vraie bouchère. C'est une Française de classe moyenne. Et en fait, ce personnage-là me permet de dire beaucoup de choses, en fait. Et justement, j'avais envie de parler de cette histoire dont on ne peut plus rien dire, du wokisme. Mais c'est pas le but de condamner, en fait. Je ne suis pas dans le jugement. J'aime bien constater, éclairer, faire réfléchir. Mais je suis pas là à dire c'est nul ou c'est pas nul. Enfin, je suis pas. C'est pas un sketch pour juger, quoi. Quelles sont justement les tendances de la société qui, toi, un peu te révoltent, ou te disent mais on en est quand même arrivé là? On peut plus dire ce qu'on disait il y a... Non. Alors, je suis pas révoltée. Je pense que l'époque, on vit une époque un peu compliquée, c'est sûr, mais il faut s'adapter. De toute façon, les artistes, c'est intéressant de créer avec des contraintes. Et il y a ce qu'on peut appeler l'air du temps aussi. Surtout quand on fait de l'humour, on doit vraiment être connecté à ce qui se passe dans la société. On peut pas... Ce que les gens aiment quand ils vont voir des spectacles d'humour, c'est qu'on leur parle vraiment de l'époque actuelle d'une manière immédiate. Ce que faut pas forcément une pièce de théâtre, parce qu'il y a un temps d'écriture. Enfin, voilà. Nous, les humoristes, on peut changer le texte du jour au lendemain. Donc, je pense que le public apprécie ça beaucoup, quoi. Tu parles aussi de la politique aussi. Qu'est-ce que les gens, quels sont les retours qu'on te fait justement? Est-ce qu'il y a des personnages ou des scènes ou des phrases que justement ton public te dit tiens, ça j'ai aimé, ça m'a parlé, merci d'avoir parlé de ça? Après, je pense que quand les gens sortent du spectacle, c'est plus global. En général, ils me disent j'ai oublié tous mes soucis. Et je dis bah, moi aussi, en fait. Parce que des fois, oui, des fois, je vais sur scène, je suis au 8e sous-sol et je sais pas comment ça se fait que quand j'arrive sur scène, j'arrive à faire rire les gens. Et moi, je me sens mieux et le public aussi, en fait. Alors, on va revenir parce qu'effectivement, au début, tu disais, voilà, je suis sur scène, etc. En 1987, j'aime bien dans ton enfance, tu dis voilà, que tu te sentais à part, que c'est toi qui avais cette fibre artistique. Tu étais à Sciences Po et puis tu avais ce besoin, cette envie de monter sur scène. Aujourd'hui, quand tu regardes rétrospectivement, la femme que tu es devenue, l'humoriste que tu es devenue, cette femme avec cette plume, cette femme qui fait rire, qui dénonce aussi, mais qui éveille. Quand tu vois tes débuts, qu'est-ce que ça te révèle en toi? Que tu te dis, ouais, j'ai bien fait d'avoir suivi ma route? Je sais pas, parce que je suis pas non plus satisfaite de... Mais de quoi es-tu satisfaite, Anne? Non, mais je me pose beaucoup de questions tout le temps. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Et je suis pas dans le... Malgré le succès, en fait. Oui. Mais je suis pas dans le... Peut-être que je n'ai pas assez joui de mon succès, mais je suis pas dans la... Dans un... Enfin, je sais pas, non, je suis pas comme ça. Je suis très... Peut-être à cause d'une certaine hypersensibilité, mais je suis toujours en questionnement, en doute. Et après, c'est aussi ça qui me fait avancer. Je pense qu'un artiste qui commence à avoir trop de certitudes, c'est pas bon, parce qu'on progresse plus. Et pour moi, je pense être artiste, c'est être tout le temps en train de chercher, quel que soit le domaine, un peintre, un musicien, un chanteur, un acteur. Pour moi, ce que je trouve intéressant dans la démarche artistique, c'est une espèce de quête perpétuelle de s'améliorer, quoi. Tu dis effectivement qu'on est ici pour évoluer, pour travailler, que tu as commencé d'ailleurs à avoir on va dire plusieurs peut-être types de thérapeutes assez élargis. D'ailleurs, dans ABC Talk, on est très ouvert à ça et on connaît très bien. Peut-être psychologue, peut-être kinésiologue. Moi aussi, quand on s'est rencontrés, mais tu as été d'une générosité. Tu m'as dit, mais va voir ci, va voir ça. Parce que, également, justement, tu as des questionnements profonds sur la vie, sur toi. Ça t'aide. Mais le fait justement d'être en questionnement, est-ce que justement tu te sens... En fait, c'est perpétuel, en fait. Cette âme, on a tout le temps envie de... Oui, alors après, je trouve que quand même... Ça t'a apporté des réponses, d'ailleurs? Oui, mais quand on se questionne trop, après, ça peut aussi être inconfortable. Il faut trouver un équilibre aussi. On ne peut pas tout le temps... C'est plus... Alors, les psys, j'en vois souvent, mais je veux dire, j'ai quand même plus tendance à aller voir des thérapeutes quand vraiment j'ai des gros problèmes et que je cherche... Voilà. Mais je n'ai pas tout le temps...
je vais pas tout le temps mal. Non, Heureusement. non, mais on a tous, Non, non, de toute façon, on a mais- tous nos blessures. Mais Déjà, j'ai d'avoir- l'impression d'ailleurs que plus j'avance, moins je sais. Mais c'est peut-être ça la sagesse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait. Plus j'avance, moins je sais. C'est Ouais. beau, Je sais pas. c'est beau. Peut-être ça, la sagesse, effectivement. C'est dur de comprendre la vie, tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive, tous les gens, la nature humaine. Je suis passionnée, moi, par la nature humaine, d'observer les gens, comment ils se comportent. Enfin, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu crois aux signes parfois? Tu te dis, tiens, je me pose des questions. Est-ce que je dois aller dans cette voie-là? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois parler de ça? Est-ce que... Non, pas trop. Non. Par contre, des fois, j'ai des rencontres étonnantes. Des fois, je peux rencontrer des gens improbables. Enfin, oui, c'est arrivé 2-3 fois que j'ai des choses improbables. C'est-à-dire improbable, dis-nous. Non, non, mais j'ai par exemple ma grand-mère du Maroc. Elle a eu sa vie brisée, parce que quand elle avait 20 ans, elle était fiancée à un jeune homme très beau qui a glissé dans les bains turcs et qui est mort. Et elle était à Fès dans les années 20, et à partir de là, on a dit qu'elle avait mauvais œil, que personne ne voudrait jamais l'épouser. Ça a changé le cours de sa vie, cette histoire. Au mois de juin, j'ai mal au pied, et mon pied gonfle, mais je ne sais pas ce que j'ai. Mais je peux Pied poser droit ou pied gauche? pied droit, je pense. Je peux poser le pied par terre, mais je sais pas, c'est bizarre, il est gonflé. Et une copine me dit, mais quand même, il faut que tu ailles faire une radio du pied. Donc je prends par hasard rendez-vous sur Doctolib, et je tombe sur un mec assez âgé, pas une personnalité assez forte, on va dire. On commence un peu à se machin, et il m'envoie faire une radio, et je reviens le voir à 19h avec la radio, et j'ai rien, j'ai juste un hématome. C'était pas une fracture de fatigue, ce qu'il m'avait dit au départ, mais avec les radios. Et en fait, il me connaissait pas, et bon, on commence à parler, et en fait, on parle, et ce monsieur était le neveu du fiancé de ma grand-mère. Je me suis dit, la probabilité, déjà que je le rencontre, est dingue, et la probabilité qu'on s'aperçoive de ce lien est dingue aussi. Et quand j'ai dit, mais c'est un hasard incroyable, il me dit, c'est pas un hasard, c'est la main de Dieu. Je dis, ok, c'est la main de Dieu. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, on dit parfois. Non, mais c'est dingue. c'était surprenant quand même. Et en plus, ma mère connaissait le prénom de ce fiancé, mais jamais son nom de famille. Donc là, du coup, donc on doit se revoir, et il doit me montrer la photo de ce fiancé. Ah, tu nous tiendras au courant, tu nous Ouais, diras. oui. Non, mais voilà, donc ça, c'est des rencontres, je sais pas, c'est curieux. C'est dingue. Et justement, tu parles de ta grand-mère, tu parles aussi parfois de ton autre grand-mère qui vient de Lituanie aussi, c'est ça? Et je t'ai entendu dire dans un interview qu'elles t'ont peut-être inspirée à faire je sais pas, peut-être je sais pas, en termes d'énergie féminine, je sais pas, pour devenir humoriste, il n'y avait pas... Elles n'ont pas voulu devenir humoristes ni l'une ni l'autre, mais ce sont des femmes qui ont dû changer de pays, qui ont eu des vies très agitées parce que c'était la période très compliquée, je trouve quand même, difficile. Des femmes fortes aussi. Ma grand-mère russe, elle avait vraiment une fascination pour les arts, pour les artistes, pour les intellectuels. Et ma grand-mère du Maroc, elle faisait beaucoup rire les gens en société. Et voilà, avec le recul, je me dis que ce métier que je fais c'est peut-être pas pourquoi je fais ça en fait, je sais pas. Pourquoi je fais rire les gens, je sais pas. Surtout que j'ai très peu envie de rire moi. Et pourtant, tu le fais rire. Et Oui, non, mais ce que je veux dire, souvent. non mais c'est mystérieux, on sait pas pourquoi on fait les choses. Et je me dis que peut-être que ces deux femmes-là, elles n'ont pas accompli un destin d'artiste. Alors je sais pas si elles le voulaient vraiment, mais elles ont tourné autour quand même, il y avait ça. Et je me dis, voilà, peut-être que... Et je sais que ma grand-mère du Maroc faisait beaucoup rire les gens, et son père aussi racontait des blagues en société. Moi, je suis pas très drôle en société. Sur scène, ça va, mais je fais pas des blagues dans les dîners, je fais pas rire les gens, sauf si je suis en forme, mais je veux dire... Non, mais je suis pas... Il y a des humoristes qui font rire H24, moi, non. Non, Moi, je suis tout le temps en train de flipper, c'est juste quand je suis sur scène. Ça te donne une énergie, hein. C'est vrai qu'on l'entend souvent, etc. C'est intéressant de voir, effectivement, peut-être que tu as un côté parfois peut-être plus introverti, hors scène, hors caméra, off the record, comme on dit. Et sur scène, tu déploies tes ailes. Qu'est-ce que ça te... C'est un espace de liberté aussi, non, pour toi? Oui, la scène, c'est un espace de liberté, mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends toujours pas au bout de
plus de 35 ans de scène, c'est pourquoi je suis si bien. C'est ta meilleure thérapie? Ouais, enfin, ça me soigne pas non plus. Ça n'empêche pas d'aller voir des vrais psys. Mais... Non, mais pourquoi? Surtout que sur scène, je suis pas... Je vais pas pour exposer ou déballer mes problèmes. Enfin, c'est pas ça. Je prends dans mes expériences ce que je pense qui peut toucher ou intéresser les gens. Et je teste mes sketchs énormément avant dans des petites salles pour voir ce qui peut plaire. Enfin, l'écho que ça peut... Parce que des fois, il y a des choses dont j'ai envie de parler et ça fait rire personne. Donc, et des fois, il y a des choses que je trouve bof et les gens sont explosés de rire. Donc, c'est aussi le public qui décide aussi. Mais il y a un côté mystérieux pour moi, comme si quand tout d'un coup j'étais sur scène, tout s'alignait en fait, d'une manière qui m'échappe. Et tant mieux, je le constate, mais j'en suis encore étonnée en fait. En tout cas, je te confirme, et tu le sais, et tu n'as pas besoin de validation extérieure, mais tu es rayonnante. Tu es rayonnante sur scène, je t'ai vue il y a quelques semaines. Ça coule de source, le public était là, et tu continues, et tu fais des salles combles. Et oui, il y a une présence, tu le sais. Oui, mais je ne sais pas d'où ça vient. C'est que tu devais peut-être être là. Qu'est-ce que tu fais justement? Et la relation, c'est ça que je trouverais intéressant. Ton public, il a évolué parce que, comme tu dis, il y a 35 ans, il n'y avait pas l'ère d'Internet. Aujourd'hui, même là, j'ai trouvé ça génial. Il y a 2-3 jours, il y a quelques jours, tu te partageais même tout le masque, tu sais, coréen. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais c'est vrai que il y en a qui l'essayent dans les avions en disant, bon voilà, tu le partages avec nous. Donc, l'évolution de ta relation publique évolue. Comment tu le perçois? Oui, après, j'essaye je me force pas à poster sur les réseaux sociaux, je fais vraiment au feeling. Là, l'autre fois, je trouvais ma tête était drôle avec ce masque. Et après, ça fait 15 000 vues, donc je me dis, ça fait rigoler les gens, mais moi, ça me faisait marrer, donc voilà. Et après, mon public, il est assez large, j'ai des classes sociales assez différentes. Il est forcément un peu plus âgé, parce que par rapport à mon âge à moi, mais j'ai des gens de toutes les générations quand même. J'ai un peu plus de femmes, un peu plus de gays, en fait, si je regarde la moyenne. Mais après, je ne fais pas des analyses sociologiques du public, je ne regarde pas non plus qui est qui, mais c'est ça que je constate, quoi. Beaucoup de femmes, quand même, aussi. Et ta relation au public, elle est... Est-ce que ça fait partie aussi, je pense, de ton... Quand on est artiste, est-ce que tu fais attention à l'image que tu renvoies, ou justement tu es plutôt je poste et on verra, ou je suis qui je suis, on verra? C'est quoi ta relation? Je sais pas, vraiment, des fois je poste rien plusieurs jours. Enfin, j'essaye de pas me forcer en fait. Je pense que c'est important. On pourrait dire ah ouais, il faut faire des vidéos pour être sur les réseaux, et je sens pas de faire des vidéos, ou alors je me dis peut-être un jour je trouve une idée intéressante et peut-être je le fais, je sais pas, mais je trouve pas non plus... Enfin, moi, je m'exprime beaucoup sur scène et j'écris mes textes, donc je raconte ce que je veux, comme je veux. Je pense pas, moi, qu'un artiste... Pour moi, en tout cas, déjà, ce que j'ai à dire, je le dis dans mes spectacles. Donc, après, je vais pas tout le temps m'exprimer. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a des lieux aussi. Et après, je suis pas je veux dire, chacun fait comme il se sent, quoi. Enfin, c'est très intime, ça, en fait. Tu te laisses pas guider par le dire, il faut que je poste, etc. Je m'écoute. Je fais suivant ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et tu dis, et j'aime beaucoup, c'est vrai, ça se sent, ça se voit d'ailleurs dans tes textes, tu aimes observer, tu observes. À quel moment, c'est partout, c'est tout le temps? Mais c'est depuis que je suis petite, en fait, c'était avant de faire des sketchs. J'ai toujours une curiosité des gens. Et après, mon vrai grand-père biologique était un grand sociologue, donc peut-être qu'il y a ça, c'est une forme de sociologie aussi, je sais pas. Mais j'ai toujours eu cette curiosité. Et le fait aussi que c'était pas vrai, mais quand j'étais petite, j'avais l'impression de pas être dans une classe sociale précise. Mais ce qui est faux, en fait, parce que je suis née dans la bourgeoisie du 17e arrondissement, dans la banlieue, donc Paris-Ouest, avec un père qui a fait toute une recherche spirituelle, mais qui était chef d'entreprise. Donc, c'était un milieu bourgeois, en fait. Mais moi, j'avais l'impression qu'on n'était pas normaux. C'est-à-dire que mon père, il avait un gourou en Inde. À l'époque, personne n'avait de gourou en Inde. On n'avait pas de maison de famille. Mes grands-mères, elles étaient étrangères, enfin, quand même, d'origine. Donc, tout ça, j'ai l'impression que c'était pas normal. Mon nom, il n'était pas français. Je comprenais pas. J'avais pas de religion déterminée aussi. Donc, au lycée, j'étais ni juive ni catholique. J'étais rien, en fait. Mais ça
Ça me plaisait pas. Crise identitaire, un petit peu. Pas identitaire, mais avec ce père, et puis le gourou, personne n'avait ça. C'était pas du tout à la mode. Comment tu le percevais, toi, petite fille, le d'ailleurs thé vert, la méditation, tout ça, personne faisait ça à l'époque. Mais Comment- moi, j'aimais pas être pas comme tout le monde. Je voulais être comme tout le monde. J'ai passé beaucoup de temps, quand j'étais ado, à m'habiller, à suivre vraiment, alors, avec retard, les modes, mais je me souviens aussi, alors c'est pas un gros traumatisme, mais mon père, il apportait des vêtements indiens, et je me souviens qu'il nous avait donné des vêtements afghans, avec des espèces de manteaux, avec de la fourrure, quand il pleuvait, on sentait le bouc. Alors, c'était chaud. Mais quand tu as 8 ans ou 9 ans, que tu vas à l'école, alors c'est pas une souffrance majeure, mais voilà, j'ai très tôt observé les codes sociaux pour essayer de les comprendre et pour voir comment je pouvais m'adapter dedans. Mais en me sentant toujours étrangère, je sais pas comment dire. Pas étrangère dans le sens pas française, mais j'enviais les gens qui avaient des maisons de famille, des familles ancrées depuis plusieurs générations. J'ai l'impression que c'était mieux que moi. Je sais pas. Et après, j'avais vraiment une soif d'être comme tout le monde. Je me souviens que quand j'étais ado, j'avais dit à mes parents, en plus, vous n'êtes même pas divorcés. Tous les gens dans ma classe sont divorcés. Vous êtes nuls de ne pas être divorcés, d'accord? Donc voilà, j'étais un peu... Petite rebelle, déjà. rebelle, chiante. Mais je regardais tout ça et j'avais l'impression de... En fait, j'ai passé mon temps à avoir l'impression de ne pas rentrer dans le moule et d'essayer désespérément de rentrer dans le moule. Et après, en plus, quand je suis passée du lycée Carnot, qui était quand même un lycée bourgeois du 17e arrondissement, mais à Sciences Po, qui était le 7e arrondissement, qui était autre chose. Et à l'époque, Sciences Po, il n'y avait pas du tout de mélange de classe sociale. Et je tombais dans une conférence, c'était les classes où on était 20, où il y avait beaucoup de nobles, vraiment de la noblesse du 7e arrondissement, des gens. Donc c'était d'autres codes sociaux. Et là, en venant du 17e, alors que c'est pas tellement, c'est juste traverser la Seine, je me sentais complètement aussi décalée. Donc je me suis acheté un serre-tête, un impair, un petit foulard. Donc j'ai essayé d'attraper ça, mais d'une manière un peu... Au fond de toi, tu te sentais comme tout le monde ou non? Tu te sentais vraiment, même différente de par tes parents, de par peut-être ton ouverture d'esprit que t'a apporté ton père, que les autres n'avaient pas finalement. Est-ce que tu le vivais comment? Je sais pas, par rapport à l'ouverture d'esprit de mon père, je sais pas. En fait, moi j'ai souvent eu l'impression que j'étais comme une enfant de psy, parce que mes parents, ils analysaient beaucoup les gens, mais c'était des fois un peu fatigant. Il y avait des gens qui venaient à la maison, après ils disaient « Ah, mais t'as remarqué, gna gna gna. » Et du coup, pendant longtemps, je trouve que j'étais moi aussi dans... C'est pas un jugement, mais de tout analyser. Et je trouve que des fois, il faut juste être dans la relation et c'est plus simple aussi. C'est pas une critique, hein, mais c'est... Et après, j'ai aussi, en étant à Sciences Po, je fréquentais les cours de théâtre, où là, c'était encore d'autres codes sociaux. C'est-à-dire qu'à Sciences Po, on lisait Le Monde, dans les cours de théâtre, on lisait Libé. On n'était pas habillés pareil, il n'y avait pas de serre-tête dans les cours de théâtre. Quand je disais aux gens de Sciences Po que je faisais du théâtre, ils me disaient « Mais tu veux rater le conservatoire ?» Je dis « Non, je l'ai raté. » Ah. Et quand je disais aux gens de « Tu vas rentrer à la Comédie Française ?» Je dis « J'aimerais bien, mais bon. » Et quand je disais aux gens des cours de théâtre que je faisais Sciences Po, ils disaient « Mais t'es intellectuel. » Et donc, c'était pas grave, en fait, mais je me sentais pas à ma place ni à Sciences Po, je me sentais bizarre, encore une fois bizarre, pas normale. Singulière, peut-être, mais... Et aujourd'hui, tu es contente de t'être écoutée, finalement? Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Anne de 20 ans, 22, 24 ans, en disant finalement... Je dirais, t'inquiète pas, ça va aller, parce que je passais beaucoup de temps à me faire du souci pour mon avenir. Et je crois que mon père était très angoissé aussi pour mon avenir. J'étais la fille aînée. Lui-même, mon père, il était quand même fils d'émigrés, juifs, pauvres. Il n'était pas non plus il s'est caché pendant la guerre dans un pensionnat catholique, donc il a eu un début de vie compliqué avec un père qu'il n'a pas reconnu, le grand sociologue. Après, il a eu Arkady Romanov qui a adopté mon père et qui lui a donné son nom. Mais donc voilà, je pense que c'est pas un début de vie facile qu'a eu mon père. Donc j'étais sa fille aînée, donc il projetait sur moi certainement beaucoup de choses, mais je pense qu'il a passé beaucoup de temps à se faire du souci en disant mais elle va jamais y arriver à être actrice, elle est trop nulle, il disait mais Sciences Po elle le fait de manière superficielle, elle comprend rien. Je pense qu'il a passé beaucoup d'années à être catastrophé par moi. Et aujourd'hui parce qu'il avait aujourd'hui il est mort il y a 10 ans, mais après je pense que oui, je pense qu'il était content, mais maintenant avec le recul je comprends que cette angoisse qu'il avait sur mon avenir, ça venait de ce que lui avait vécu enfant et
il a eu à la fois 2 pères et pas, enfin, c'était compliqué, quoi. Et puis j'étais une fille. Et d'ailleurs, une chance que je sois une fille, parce que je pense qu'il aurait eu un fils avec les rapports compliqués qu'il avait avec. Il a eu un fils d'ailleurs après, mais mon frère. Mais je veux dire, si le fils est arrivé en premier, avec les rapports compliqués qu'il avait avec son père. Et donc, je suis issue de ça. Et ma mère avait des rapports compliqués avec sa mère, et ma grand-mère des rapports épouvantables avec mon arrière-grand-mère. Donc, il y a quand même tout ça qui. Et c'est des choses, mais tout le monde a ça dans les familles, c'est pas une exception. Est-ce que ça a changé, par exemple, comment t'es toi avec tes filles? Bah moi, j'essaye de... Tu les pousses, tu les écoutes, tu dis écoute-toi, ou tu les pousses à aller... C'est quoi ton regard aujourd'hui avec tes filles? J'essaye de faire le mieux que je peux, mais tous les parents font des erreurs. En tout cas, je pense que les difficultés qu'ont eu mon arrière-grand-mère avec ma grand-mère, et ma grand-mère avec ma mère, et moi, moindre mesure avec ma mère, je pense que tout ça, maintenant, j'ai réussi en tout cas à couper les conflits dans cette lignée féminine, en tout cas. Mais en comprenant d'où ça venait aussi, parce que, enfin voilà, c'était une autre époque, mais on peut quand même dire que mon arrière-grand-mère et ma grand-mère se sont jamais comprises de leur vie, quoi. Enfin, Tu crois parfois à ce côté intergénérationnel où tu te dis, tiens, mais en fait, si c'était réglé plus tôt, peut-être que moi, j'aurais pas ce truc en moi? Ou est-ce que tu penses que ça, justement, ça se perpétue quand les... Bah, je pense que quand on comprend pas, quand on regarde, je pense que c'est quand même intéressant de regarder du côté des ancêtres. Ça n'explique pas tout. Je pense aussi qu'il y a les vies antérieures et ça, on ne sait pas. Mais quand même, on peut comprendre des choses. Moi, par exemple, j'ai toujours eu un problème avec le rejet. Donc, chaque fois que j'étais rejetée, quand je ratais un examen de théâtre, quand on ne me prenait pas dans un film, mais ça me mettait dans un état anormal de souffrance. C'est-à-dire que je pouvais rester prostrée dans mon lit 3 jours à pleurer. Enfin, j'étais pas bien du tout. Et en fait, quand je regarde la vie de ma grand-mère du Maroc qui a été rejetée par sa famille, quand je vois mon père qui a été rejeté par son père, ma grand-mère russe, à un moment, elle a été rejetée aussi. Je me dis, bah, en fait, le fait que le rejet me fasse autant de peine, ça vient peut-être aussi de là. Donc, voilà. Donc, après, maintenant, quand on me rejette, ça me fait jamais plaisir, mais c'est moins épouvantable qu'avant, quoi. Tu l'as lu, les 5 blessures? Ah bah, évidemment. Qui vous empêchent d'être... Mais j'en parle sur scène de ce livre. Mais oui, c'est pour ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, ce livre que tout le monde devrait finalement avoir sur sa table de chevet, parce que c'est universel. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. C'est ça. Mais après, je pense pas non plus que c'est très bien tous ces livres de développement personnel et ça peut aider des gens, mais après, rien ne remplace le fait de mettre soi-même les mains dans le cambouis de sa propre vie et d'enlever les trucs qui font mal. Parce qu'un livre, c'est une chose, mais après, le plus dur, c'est d'aller mettre justement la tête dedans, non? Ouais. Oui, parce que surtout quand on va fouiller dans ses douleurs, on les fait ressurgir, donc c'est jamais très confortable, quoi. Mais ça fait grandir, non, après? Ça nettoie. Ça c'est vrai. Et ça se sent... Et c'est bien, c'est vrai que c'est... J'ai adoré, c'est vrai, ce passage où effectivement il y a ce côté, autant il y a la politique, il y a le wokisme, mais il y a ce côté aussi développement personnel, et ça fait rire, et je trouve que c'est vrai que ça touche plus les femmes. C'est assez... En fait, je me moque du développement personnel, et c'est une femme qui essaye toutes les méthodes, et qui lit tous les livres. Et après, je dis quand même des choses dans ce sketch qui me semblent importantes. Donc c'est les deux, je me moque et je dis des choses. C'est quoi les méthodes, toi, qui t'ont... tu t'es dit, ah, ça m'a fait du bien, ça me parle, ou ça pas du tout? Franchement, je pense que ça dépend des moments de la vie. Non, mais puis des fois, c'est des remarques que te font tes enfants. Par exemple, il n'y a pas longtemps, une de mes filles m'a dit, en fait, quand on ne te reconnaît pas, ça t'énerve. Et pas du tout. Et en fait, je me suis aperçue que oui, en fait, elle avait raison. En fait, c'était une espèce d'émotion qui arrivait comme ça et que c'est vrai, j'étais pas contente. Ça veut dire quoi quand on te reconnaît pas? J'arrive, je sais pas, dans la réception d'un hôtel, je sais pas, pour prendre ma chambre en tournée, que c'est quoi votre nom? Et je suis Anne. Non, mais c'est débile, mais voilà, mais c'est elle qui me l'a fait remarquer. Donc je trouve que des fois, les enfants, ils ont plus ils nous voient, on voit des choses qu'on voit pas ou qu'on n'a pas envie de voir. Anne, tu es une femme engagée. Tu l'es sur scène, mais également ton association. J'aimerais que tu nous en parles. C'est une association qui s'appelle Solidarité avec les soignants, que j'ai créée en 2020, au moment de la crise du Covid, parce que j'ai toujours été très émue par l'altruisme des soignants. Et au départ, on a acheté des équipements de protection pour les soignants. Et maintenant, depuis juin 2020, on rééquipe les salles de repos. Il faut savoir que les salles de repos de soignants, en France, sont dans un état épouvantable parce que
c'est souvent des espaces assez petits où les soignants viennent se ressourcer, mais il y a vraiment c'est meublé de briques et de broc. Souvent, il y a vraiment une cafetière qui fuit, un micro-ondes qui ne marche pas. Et puis, forcément, ils font beaucoup de café, ils utilisent beaucoup le micro-ondes, donc ça tombe en panne très vite. Et il n'y a pas vraiment, selon les hôpitaux, mais il n'y a pas forcément de budget dédié. Donc nous, on a créé tout un catalogue de produits qu'ils peuvent demander. Et ça va de, je sais pas, coller un autocollant sur le mur avec un ciel ou de la mer ou ce qu'ils veulent. Et ça donne un peu tout d'un coup de l'espace à la salle et c'est moins enfermant. Et on leur achète des électroménagers, des tables, des fauteuils, des chaises selon ce qu'ils demandent. On leur achète pas tout ce qu'ils demandent parce qu'on évalue les demandes et puis on a des moyens financiers limités, mais on travaille avec les conseils régionaux qui nous subventionnent. On fait une vente aux enchères chaque année sur Draw Digital et on a rééquipé depuis 5 ans 3800 salles de repos quand même. Donc c'est une goutte d'eau dans un océan, mais je trouve, moi ça me fait plaisir de faire des choses pour ces gens parce que je suis très touchée par l'altruisme gratuit, c'est-à-dire les gens qui te donnent. Je veux dire, un artiste, il va sur scène, il est payé quand même assez cher, il a des applaudissements, ok. On a oublié les applaudissements qu'on faisait à 20h, justement, pour toutes ces... Ouais. Et je trouve que les soignants, ils sont payés au SMIC, ils ont des conditions de travail très difficiles, personne ne leur demande s'ils vont bien, on les interviewe pas, on les valorise pas. Et c'est des gens qui sont dans le don, quoi. Et moi, je raconte souvent cette anecdote, mais j'avais mon beau-père qui était en train de mourir et il était en réanimation et tout le monde était... Et tout d'un coup, il y a une femme qui rentre, une aide-soignante, qui dit « Bah alors !» Il était quand même intubé. Hein. Donc, va falloir arrêter de me draguer, hein, sinon je vais en parler à votre famille. Et j'ai trouvé ça incroyable que tout le monde a rigolé. Je sais même pas si lui-même n'a pas rigolé derrière cette tuyau. Et je me dis, mais c'est incroyable de donner ça, une petite bouffée d'oxygène. Enfin, je veux dire, c'est un don gratuit. Et ça a permis d'alléger un moment où je suis très touchée de ça. Et j'ai aussi un autre souvenir avec une de mes tantes qui était en train de mourir d'une sclérose en plaques. Donc, c'est quand même pas la situation la plus fun au monde. Et moi, j'arrive et on m'avait dit qu'elle s'était dégradée. J'avais un bouquet de fleurs, elle ne le voit même pas. Elle était complètement à moitié inconsciente. Je me dis, ça sert à rien que je sois là. Ils arrivent pour faire la toilette et ils me disent, on fait la toilette. Je dis, bon, je m'en vais. Et là, il y a une femme, elle m'a dit, non, vous restez. Elle m'a mis une chaise au bas de son lit. Vous restez, c'est nous qui revenons dans 20 minutes. Et cette femme-là, je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais revue. Je trouve ça incroyable. Elle m'a permis de dire au revoir à ma tante. J'ai pu lui parler. Je l'ai fait rigoler alors qu'elle était pareille. Elle riait, elle pleurait en même temps, mais elle est morte dans la nuit. Donc, je suis la dernière personne à l'avoir vue. Et sans cette femme qui m'a dit non, vous restez, on revient dans 20 minutes, eh ben, j'aurais pas eu cet échange. Donc, moi, je suis vraiment. Je pense que c'est des gens que j'admire. Et des fois, les soignants, ils sont durs, en fait. Des fois, les gens, ils peuvent être... On a le modèle à faire... Ah, et en fait, c'est une manière de se protéger, parce que comment faire Bien pour... sûr, ils sont humains aussi. Non, mais pour voir toute cette souffrance humaine et pas... Enfin, moi, je sais que, par exemple, je suis très empathique, trop, mais quand je vais dans une maison de retraite, par exemple, je ne regarde pas, parce que si je regarde, je ressens la détresse et je suis affectée. Et donc, eux, ils sont toute la journée confrontés à la douleur, à la mort, à la maladie, à la détresse, à la solitude, et je trouve ça incroyable. Et il y a des femmes qui sont extraordinaires. Donc, avec cette association, de pouvoir les aider un petit peu, c'est une goutte d'eau dans un océan, mais c'est déjà ça, quoi. Comment on fait pour t'aider, si on veut toutes celles et ceux qui nous écoutent? Comment on fait Alors, pour te si vous êtes une entreprise, vous pouvez faire un don déductible. Et les particuliers, on a une cagnotte qui s'appelle la cagnotte des proches. Voilà, on peut faire un don déductible aussi. Et sinon, quand on fait des ventes aux enchères, on accepte, enfin on en fait une fois par an, mais s'il y a des gens qui veulent donner des lots, voilà. Et puis sinon, on cherche aussi tout le temps des bénévoles. On a un site internet qui s'appelle Solidarité avec les soignants. On est sur Instagram, donc il suffit de nous écrire. Voilà. J'aimerais terminer sur que tu nous emmènes avec toi dans ton intimité, pas toute l'intimité. Moi, je suis très proche de l'océan, très proche de la nature, et mon élément, c'est l'eau. Voilà, c'est l'eau, c'est le sable, c'est le soleil. Toi, parfois, pour faire le vide, pour te retrouver au calme, même à des endroits où ça fait du bien de lâcher, où il n'y a personne qui nous regarde, justement, qui te reconnaît. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais quand toi, tu as envie de t'isoler? J'aime bien être dans mon lit. J'aime bien être blottie dans mon lit. Ça me ressource pas mal. Après, les lieux,
J'aime bien la campagne, mais en fait, je me suis aperçue que j'aimais l'idée de la campagne, mais je me fais vite chier à la campagne. Je dis, oh, c'est bien, c'est la campagne. Après, j'en ai marre, quoi. Surtout s'il n'y a pas de connexion Internet, c'est pas possible. Non, l'endroit, je dirais, c'est au bord de la mer quand même. Mais alors, moi, je suis pas du tout sportive, ni je fais de la plongée comme toi. Mais moi, c'est buller sur Au une soleil, plage. sur un transat. Ouais, en me couvrant du soleil, mais voilà, et lire un livre et me baigner. Ça, ouais, c'est... La mer, c'est... Je trouve que ça ressource, mais je vais pas faire des trucs comme toi, là, de plonger. Tu viendrais pas là si je Avec t'invitais des là requins et Non, tout, et tu des viendrais. dauphins, je sais pas où tu plonges. Des requins. Ouais. Non, mais qui plonge avec les requins? Déjà, avec des dauphins, j'aurais peur. Non, Mais non. Viens, un jour, je t'invite avec non, je grand plonge plaisir. avec des crevettes, moi. Avec des petits animaux. Ah, des calamars. Et en plus, l'autre jour... Non, mais alors ça, c'est pas drôle. Cet été, je me suis fait mordre par une méduse. Putain, mais j'ai cru que j'allais... Ça fait mal, hein? Très. J'étais dans la T'as mer. fait quoi après, justement? Ben, j'ai pleuré, j'ai cru que j'allais décéder. Après, je sais pas, il y avait une petite cahute et le monsieur, il m'a mis de la crème, il m'a dit, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. On dit qu'il fallait mettre quoi, du dentifrice? Il y a de tout dans ton tout. Dit qu'il Non, du faut... pipi aussi, Voilà, ouais. c'est ça. Mais non, il m'a pas fait pipi. Mais ils ont été très gentils dans la petite cahute. Et parce que moi, j'étais vraiment pas bien. J'étais à 2 doigts. Non, mais ça fait très, très Ça fait mal. Hein, ça Surtout fait quand mal. c'est en pleine C'était mer. sur le pied, là? C'était encore le pied? Non, c'était pas le pied. Non, je pense que c'était... je sais pas où c'était. C'était sur le corps, je me rappelle plus. Non, c'était là. Ah là, au niveau de... Ah, Ça veut dire ça quoi? brûle. Bah là, c'est le côté féminin. Ah bah voilà. Le côté masculin va pas, le côté féminin, rien qui va. C'est quoi le livre là que tu lis en ce moment? En ce moment, j'ai des livres sur ma table de nuit, mais je les ai pas. J'ai lu le livre d'Arthur, que j'aime beaucoup. J'ai le livre d'Emmanuel Carrère d'Encausse, que j'ai pas lu. Emmanuel D'accord. Carrère, mais je l'ai pas encore lu. Et donc j'ai des projets de les lire, mais non. Et là, la musique, tu te fais du bien là en ce moment que t'écoutes. Je suis pas très musique, mais... T'es plutôt silence alors? Ah, je peux écouter de la musique classique, mais ouais, j'aime bien le silence. Par exemple, j'aime pas quand il y a du bruit, de la circulation. Parce que t'es hyper sensible en fait. Ah, mais vous êtes très, très, très perspicace, mademoiselle. Depuis le début, non, c'est intéressant. Et toi, tu viens de le dire et tu l'avais dit aussi dans un interview. C'est ça que je voulais voir un peu avec toi. Mais tu disais parfois, j'aime pas que les gens me touchent. C'est vrai que ça peut être intrusif. Déjà, c'est intrusif. Non, Et mais tu- alors, je regrette d'avoir dit ça parce que je reçois des... Mais tu dis que tu sens la douleur. Non, mais c'est ça. C'est ça que tu dis. Je vois quelqu'un, je prends les émotions, quelqu'un Non, qui a mais mal plein quelque- de gens, tout le monde. Enfin, Ah, moi, non, j'ai mais pas plus forcément. ou moins. Si quelqu'un a mal à l'épaule, je vais pas forcément avoir mal à Non, l'épaule. mais Je vais peut-être- j'ai pas tout le temps non plus, heureusement, mais ça m'est arrivé de serrer la main de quelqu'un de malade et d'avoir mal tout le bras. Ah bah, ça Oui. n'arrive pas à tout le monde. Oui, mais c'était quelqu'un qui était très malade. C'est pas une angine. Une angine, ça va. Pas à tout le monde. Ouais, t'es une hypersensible, dont le câble. Donc Oui, si mais demain tous on les t'in- non, mais tous les artistes sont hypersensibles. Enfin, ça n'a rien d'exceptionnel. Et il y a des gens qui sont pas artistes, qui sont hypersensibles. Et au moins, la chance qu'on a, nous, les artistes, c'est de pouvoir exprimer un peu notre hypersensibilité, de pouvoir la sortir. Et il y a des gens qui sont hypersensibles, qui peuvent pas le sortir et qui souffrent. C'est plus dur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Anne, pour 2026? À part déjà de te retrouver au Théâtre des Mathurins et à Québec en juin, c'est ça? Oui. Tu crois que les gens, ils regardent ta chaîne? Ah bah oui, je peux te dire, ouais, Ah bon exactement, exactement. Tu sais, avec Internet, on a des... À Montréal, je joue à Montréal voilà. et à Québec. À Montréal, à Québec. Qu'est-ce qu'on peut Me te souhaiter? souhaiter que ça aille mieux. Que tu as encore plus le sourire. Alors, mais tu l'as déjà beaucoup, déjà, je trouve, le sourire. Déjà. Ouais, enfin, voilà. Et pas de méduse. Donc, voilà. Ouais, pas de méduse. Dès que tu vas te baigner, on te dit pas de méduse et que tu te régénères au soleil et sous ta couette aussi. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Merci. Merci beaucoup.